là et là, hein, tu vois. Mais là, tu vois, ça passe, c'est compliqué, quoi. Ouais. Et regarde, en fait, tu vois qu'il privilégie l'alimentation. Tu vois, ici, ça commence à ralentir et il privilégie l'alimentation ici. Et là, c'est en train de rattraper, Ouais. tu vois. Ah C'est ouais. des délires, hein. Ouais, parce que là, il y a un pincement. Donc, il aime pas ça. Ouais, mais Ben, ça passe plus mieux là. ouais. Et donc, comme ça passe plus mieux là, et que ça coince ici, et que Ah du oui, coup, le oui, cambium oui, est ok, moins d'accord. alimenté là, Yes. en fait, il est en train de... Tu vois, c'est plus épais là Understood. que là. Yes, yes. Là, on voit les chocs qu'il y a eu intercept, ici. Et ici. Les chocs des lames, en fait, sur le niveau du point de greffe. Et donc, après, ça cumulé à l'impact des grosses plaies qu'il y a ici, qui ont fait mourir le cambium sur cette partie-là, on se retrouve avec une plante qui arrive à faire circuler sa sève brute et sa sève élaborée juste par un tout petit canal. Bon, il a été marqué flavescent, mais à mon avis, il y a des raisons, quoi. La flavescence, elle a dû avoir des facilités pour s'installer et poser problème à ce cep, quoi. Donc voilà. Souvent, les cèpes flavescents, on a quand même la sensation que c'est un cumul de problématiques qui font que la cicadelle, elle vient inoculer le phytoplasme. Bon, à valider, à regarder, à chercher encore, mais en tout cas, il y a fort à creuser sur cet endroit-là et sur quel type de cèpe la cicadelle vient piquer les feuilles. Ça questionne. Ça déglingue, ouais. Ça, c'est tous les pampres, tu te rends compte? Ouais. Arrachés un peu violemment. Bah, c'est une ancienne zone où il y avait des pampres, côté pampré comme là, puis Mais là, qui a tu vois, été. beau, ça. Ouais, putain, c'est cette plaie-là. C'est dingue, hein, cette plaie-là. C'est un abandon d'un côté complet, quoi. C'est là où François, il a raison sur les orthostiques. Tu vois? On peut pas lui donner tort, vraiment. C'est qu'en fait, quand tu alimentes un côté, si tu le coupes et qu'il est dévitalisé, ça peut faire mourir tout un côté. Mais ça dépend de la manière dont tu as alimenté le cambium, en fait. Oui, mais c'est un peu comme la même chose que le nombre de spots d'acrotonie. Ouais, c'est ça. Enfin, ou d'extrémité vasculaire. Si Ouais, tu as c'est commencé ça. à faire des 3 ans de partout, et puis que tu en abandonnes un, voilà ce qui se passe. Surtout si tu l'abandonnes de manière non programmée. Après, là, parce que c'est à gauche là- et puis là, c'est à droite. Mais c'est pas vraiment un côté. Ouais, non, c'est pas un côté. Puisque ça repasse de partout, mais... Alors ça, à ton avis, c'est un bras de pousseur ou c'est un gueule-simple? Ouais, ou un gobelet. C'est un gobelet, un bras de gobelet. Ouais. Ouais, tu vois quand même qu'il y a eu des baguettes. Hein. Nous sommes en train d'écorcer les cèpes, donc d'enlever les dernières couches de Rhytidum. Et donc on le fait là au Karcher, puisqu'en fait on a pu arracher les cèpes et au lieu de le faire dans la vigne où on doit vraiment prendre soin de ne pas abîmer les plantes pour que ce soit visible. Donc on enlève les couches de Rhytidum au Karcher pour qu'on puisse avoir une idée des endroits qui sont encore vivants et des endroits qui sont morts. Donc la dernière couche de Rhytidum, vous voyez, elle est une fois enlevée, ça nous permet de voir où est-ce que le cambium est encore vivant. Vous voyez, bon, là ici, en fait, cette couleur orange, en fait, c'est la couche de Rhytidum qui a été construite juste cette année. Et le cambium, il est juste derrière, là, vous voyez, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc. Et en fait, ça, c'est le cambium qui est juste en dessous. Et donc, comme c'est lui qui construit le Rhytidum d'un côté et le bois de l'autre, le fait d'enlever la dernière couche de Rhytidum, ça nous permet de voir où est-ce que la plante est encore vivante et où est-ce qu'elle a la capacité encore de construire de nouveau du bois vers l'intérieur et des écorces vers l'extérieur. Donc voilà, on est avec Corentin qui est en train au Karcher de supprimer toutes ces couches de Rhytidum pour qu'on puisse vous faire des outils pédagogiques suffisamment efficaces pour que vous compreniez. Une fois qu'on a enlevé le Rhytidum et qu'on voit qu'effectivement il n'y a qu'une partie du cambium qui a été alimentée,
On va ensuite, à la tronçonneuse, ouvrir le cep pour que vous voyez maintenant l'impact à l'intérieur, dans le bois, des coupes et des plaies qui ont été réalisées. Et ça va nous permettre d'expliquer la compartimentation. Donc à la tronçonneuse, je vais vous expliquer comment faire pour arriver à avoir une lecture cohérente de cette compartimentation après dissection. Donc nous voici avec pas mal de cèpes écorcés. Nous les écorçons pour vous permettre de voir où est-ce que la plante est encore vivante, où est-ce que le méristème secondaire est encore vivant et donc où est-ce que la plante va pouvoir continuer à fabriquer des fibres pour la circulation des deux sèves, la sève brute montante dans le bois et la sève élaborée dans l'écorce, le libère, qui va elle redescendre. Donc cette sève élaborée, ce qui nous intéresse de vous montrer, c'est qu'elle est alimentée et elle est construite par les feuilles. Et donc il faut réfléchir donc, du haut vers le bas. Et là on comprend bien en regardant les écorçages que effectivement le cambium qui est tout juste en dessous va être alimenté par les feuilles en descendant et que la manière dont la plante est restée vivante et ce que l'on voit dépend de la manière dont les feuilles en haut alimentent le cambium en descendant. Donc ça paraît beaucoup plus lisible si on le regarde comme ça, si on regarde du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. C'est vrai qu'on a tendance à regarder du bas vers le haut sur certains cèpes, comme ici sur ce guyot poussard plutôt bien réalisé. On a tendance toujours à penser du bas vers le haut. Alors c'est pas non plus complètement déconnant de penser du bas vers le haut. Ce qu'il y a, c'est que quand on pense du bas vers le haut, on pense au bois qui a été fabriqué l'année précédente et on pense au flux de sève brute, non pas au flux de sève élaboré. Si on pense au flux de sève brute, c'est quelque chose qui existe. Hein. On a bien de l'eau et des sels minéraux qui montent dans la plante en fonction de la manière dont le bois est construit. Mais ce bois a été construit les années précédentes par les feuilles et donc par le cambium en descendant, nourri par les feuilles. Et donc finalement, la façon dont le bois est orienté et les flux de sève brute sont construits par l'alimentation du cambium au niveau de la sève élaborée, donc des feuilles vers les racines. En fait, on réfléchit souvent un petit peu à l'envers. Si on pense bois en quelque part, nous, ce qu'on a compris, c'est que si on pense bois, on pense au passé, on pense aux résultats des années précédentes, alors que si on pense cambium et alimentation du cambium, on pense aux nouvelles couches de bois qui vont être construites et à l'alimentation de toutes les parties de la plante, y compris des racines. Donc là, c'est un cep d'Uni blanc qu'on a coupé à Cognac et sur lequel on a écorcé. C'est intéressant parce qu'on voit bien l'impact des plaies sur l'alimentation du cambium. Les différentes plaies qu'il y a ici n'ont pas pu permettre d'alimenter le cambium puisqu'en fait, il n'y a pas eu de pampres ou de sarments qui ont pu, avec leurs feuilles, alimenter le cambium. Et donc, toute cette partie-là nécrosée, c'est directement lié au cambium qui n'a pas été alimenté. Donc on voit ici aussi des blessures, hein, ça c'est des blessures mécaniques ou peut-être on a râpé des pampres pour éviter qu'ils repartent. Mais c'est vrai que on voit les endroits assez clairement maintenant où le cambium est alimenté et où il ne l'est pas, et l'impact des plaies sur cette alimentation du cambium. Vous voyez ici sur le dessus, on a une succession de coupes qui sont un peu fortes, des coupes de 2, 3, 4 ans, 5 ans, et donc avec aussi des plaies qui sont rasées sur le dessus. Là, tout le cambium sur le dessus est mort, et il n'est alimenté que là, ici, sur le dessous, par les rameaux qui restent. Alors on voit ici, on avait fait un courson de retour pour vraiment réduire la plante. De la même manière, c'est ce courson de retour qui va alimenter le cambium en descendant, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a en aval, tout ce qu'il y a après, va être non alimenté, et le cambium ici, il est mort, faute d'alimentation. Hein. Alors on peut le voir sur d'autres cépages. Ça, c'est un bras de gobelet d'aligoté. Et on voit les plaies successives alignées. Et puis à un moment donné, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est revenu en amont. C'est-à-dire que le bras était sans doute plus allongé sur cette partie-là. Et on est revenu en amont en prenant un courson de retour plus bas. Et en prenant ce courson de retour plus bas, on a arrêté d'alimenter une partie du cambium sur cette partie-là, puisque le sarment qui était ici n'arrivait à alimenter le cambium que sur une partie qui lui correspondait. Hein. Il était ici à l'époque. On n'a alimenté qu'une partie du cambium qui lui correspondait.
correspondait. Et donc tout ce qui est mort de ce côté-là, ça n'a rien à voir avec une quelconque attaque d'un agent pathogène fongique, hein. C'est simplement un abandon de la plante, faute d'alimentation par les feuilles de la partie cambiale qu'il y a ici. Donc en fait, à chaque fois, toutes ces nécroses-là qu'on va retrouver, les champignons n'y sont pour l'instant pour rien. Voilà, on va pouvoir le regarder sur différents cèpes. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, mais regardez par exemple ici, où on voit que depuis quelques années, là on accepte assez fort l'allongement, on est sur des bois de 2 ans successifs. On voit que le cambium il est à peu près alimenté, hein, même si on voit quelques nécroses ici. Et surtout, ce que l'on voit, c'est les anciennes plaies, le recépage et l'impact du recépage avec la mort totale du cep de ce côté-là et la seule petite partie de cambium qui a été alimentée dans cet axe-là. Là, il y a une nouvelle blessure ici. Hein, vous voyez, ce cep-là, il était vraiment extrêmement abîmé. Et il ne reste qu'une toute petite partie de bois vivant sur ce cep-là. Donc, on a un tout jeune cep qui, en quelque part, qui pousse sur un vieux bois mort, quoi, hein. Bon, des cèpes comme ça, on va pouvoir en regarder plein, hein. Celui-ci avec énormément de chocs interceps à la base. Hein, c'est un cèpe qui avait été noté flavescent en fait. Donc bon, voilà, ça pose question, hein. Ok, il est noté flavescent, mais là on voit carrément que c'est très très compliqué la circulation du flux de sève élaboré et l'alimentation donc des racines. Ce cèpe-là, il n'a peut-être pas été marqué flavescent par hasard, hein. On pense là quand même que la flavescence, ok, elle s'est exprimée, mais qu'il y avait quand même des cèpes qui étaient extrêmement faibles, hein. Est-ce que effectivement les cicadelles piquent les cèpes par hasard ou est-ce qu'elles piquent les cèpes qui sont les plus faibles? Est-ce que c'est vraiment un parasite qui va faire mourir les plantes volontairement ou est-ce que c'est un parasite de faiblesse en fait? Est-ce qu'il y a une problématique de faiblesse de la plante qui fait que la cicadelle elle détecte des plantes avec une sève déséquilibrée et elle va piquer des plantes elle va privilégier les piqûres sur des plantes avec les cèpes déséquilibrés. Et est-ce que sur un cèpe équilibré qui se ferait piquer par la cicadelle, le phytoplasme arrive à poser problème, à s'exprimer, ou est-ce que la plante peut rester certaines fois, malgré tout, porteuse mais saine? C'est pas si évident. Voilà, c'est des questions qu'on pose. Cette question de la flavescence dorée, là, elle est vraiment un peu difficile, hein. Bon, toujours est-il que tous ces cèpes que l'on a écorcés, on voit là l'impact des plaies sur l'alimentation du cambium. Et ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que je vais disséquer ces cèpes à la tronçonneuse pour qu'on voit l'impact des plaies sur le bois, sur le système vasculaire du bois et sur le xylème à l'intérieur pour que vous puissiez comprendre l'impact de vos plaies à l'intérieur. Vous voyez, il y a 2 impacts, un impact sur l'alimentation du cambium et un impact sur le bois, sur le système vasculaire à l'intérieur. Donc tous ces cèpes-là, on va les disséquer et je vais vous expliquer comment disséquer et puis après comment interpréter cette dissection parce que ce n'est pas si évident que ça d'interpréter cette fameuse compartimentation qu'avait modélisé le chercheur américain Alex Schaigo. Je vais vous montrer maintenant comment on dissèque le cèpe pour arriver à lire à l'intérieur cette fameuse compartimentation. La compartimentation que l'on va essayer de voir, c'est comment la plante arrive à se maintenir étanche. Puisque comme c'est un système vasculaire et que les feuilles vont exercer une tension à l'intérieur de la plante, il faut essayer de comprendre comment la plante arrive à maintenir, malgré les plaies, malgré les coupes qui sont mutilantes pour la plante, comment elle arrive à maintenir ou à recréer son étanchéité. Donc je vais disséquer à l'intérieur et alors sur les dissections, la grande difficulté pour arriver à lire la dissection, c'est de passer dans l'axe des coupes, de passer dans l'axe de toutes les coupes si c'est possible. Alors on y arrive plus ou moins, mais c'est la seule manière d'avoir une lecture à peu près cohérente de la dissection. Donc je vais disséquer et ouvrir à la tronçonneuse et c'est donc la seule manière de le faire, c'est de gratter sur certaines parties et puis quand on est vraiment là dans l'axe des plaies, je vais pouvoir tronçonner en travers de manière à voir et puis de nouveau suivre la partie vivante et essayer d'être à l'axe des plaies qui ont été réalisées pour pouvoir faire cette lecture de compartimentation. Donc attention bien sûr avec la tronçonneuse,
c'est un outil dangereux. Ce qui est important, c'est de surtout essayer d'utiliser que la partie de la tronçonneuse sur le dessous et pas trop utiliser le dessus. Et c'est surtout cette partie-là du guide qu'il faut essayer de ne pas utiliser, la partie haute du guide. C'est elle qui risque d'entraîner la tronçonneuse et de vous donner des coups, des retours de lame qui peuvent être extrêmement dangereux. Alors vous voyez, une fois la dissection réalisée, je suis passé vraiment à l'axe des coupes dès que j'ai pu, de manière à ce qu'on puisse interpréter vraiment l'impact des différentes coupes sur le cep et l'impact de la mortalité du cambium sur la partie abandonnée par la plante. Donc ce cep-là ouvert, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert vraiment complètement dans l'axe de manière aléatoire. J'ai cherché à passer par l'axe des coupes pour qu'on puisse vraiment arriver à voir tout le cep et interpréter correctement ce qui se passe à l'intérieur. Alors ici on est sur le courson, donc ça c'est du bois qui a deux couches de bois, donc 2 ans de croissance. La forme du serment de l'année précédente elle est ici. Vous avez la forme du serment de l'année précédente ici. Oula, je bouge un peu. Et puis ce que l'on voit c'est la nouvelle couche de bois qui est issue de l'alimentation par les feuilles du rameau de la partie cambiale qu'il y a ici. Donc ici on a le rameau avec son cône d'insertion et l'autre rameau ici avec son cône d'insertion. La nouvelle couche de bois que vous voyez ici et ici a été construite par les deux sarments qu'il y a des deux côtés. Et donc là, ici, la longueur du courson de l'année dernière est ici. Et on a de nouveau la couronne du bois de 2 ans ici. Là, si on remonte là, on voit ici la zone de déshydratation du chicot qui a été coupé. On voit même d'ailleurs quelques gommes de l'année dernière qui sont encore ici en présence. Et puis, on voit les endroits de dissection. Sur la dissection, sur les coupes qui ont bouché les vaisseaux et permis au courson l'année dernière d'alimenter au printemps les 2 rameaux qu'il y a ici. Puis après quand on descend, on s'aperçoit qu'on a ici une coupe sur du bois de 2 ans et que cette coupe de bois de 2 ans a aussi eu un impact jusqu'à sa base. Alors ici on ne peut pas la voir vraiment complètement avec le cône d'insertion, même si le cône d'insertion il est ici. Et de nouveau ici on avait le courson l'année dernière qui a alimenté celui-ci, sur lequel on a enlevé celui du haut, on a fait une coupe sur du bois de 2 ans, qui s'est déshydraté jusqu'à la base, et le sarment du bas qui est né ici, qui avait son propre cône d'insertion de 1 an, et puis la deuxième couche de bois. Et puis après on va pouvoir arriver à noter les 3 couches de bois sur le bois de 3 ans, une là et une là. Vous voyez, on a donc, comme on vous l'a expliqué, des couches de bois qui se superposent les unes aux autres, année après année, telle une poupée russe. Donc ça, c'est du bois qui a 3 ans, ça c'est du bois qui a donc 4 ans plutôt, excusez-moi. Ça c'est du bois qui a 4 ans, ça c'est du bois qui a 3 ans, ça a 2 ans. Et ça c'est la dernière des couches de bois de l'année qui correspond ici à l'alimentation du cambium par les feuilles de ce sarment. Donc je vous explique que le système doit être étanche. Si les feuilles aspirent et créent de la tension dans le système vasculaire, il faut absolument que
la dernière couche de bois soit parfaitement étanche pour que ça puisse fonctionner. Cette tension peut arriver à monter jusqu'à quasiment 20 bars. 20 bars de tension, 20 bars d'aspiration des feuilles dans le rameau. Et donc un petit peu moins probablement dans les parties ligneuses, dans les parties du bois, mais quand même des tensions qui sont hyper importantes. L'étanchéité pour une plante est donc sine qua non. Il faut absolument que cette plante-là puisse rester étanche. La première des choses que la plante va faire, à chaque fois qu'on va faire une coupe de réduction en longueur, c'est qu'elle va isoler le bois réduit de la nouvelle partie de bois qui, elle, sera continue en direction des feuilles. Donc ce que nous explique Alex Chaigo, c'est qu'il y a une capacité de la plante à recréer une écorce chimique interne à base de tannin pour arriver à maintenir cette étanchéité. Cette écorce chimique interne aura deux rôles. Non seulement tout d'abord recréer l'étanchéité, mais aussi limiter la propagation des champignons lignivores qui viendront consommer du bois abandonné nécessairement par la plante puisque débouchant sur l'atmosphère. Vous voyez, cette plaie-là débouche sur l'atmosphère et elle a été donc du coup complètement abandonnée. Et comme c'était une plaie de plus de 2 ans et qu'il n'y avait pas le cône d'insertion pour maintenir un tronçon fermé avec les connexions vasculaires entre le bois de 3 et les bois de 2 ans, le bois de 3 ans étant parfaitement continu, cette coupe-là de bois de 3 ans a généré un impact dans la plante global sur l'intégralité du système vasculaire. Et cet impact global, on va pouvoir le retrouver avec cette zone de compartimentation qu'on va retrouver ici, la paroi 4, cette fameuse paroi 4, que l'on retrouve ici sur toute la plante et qu'on va pouvoir retrouver, regardez ici de l'autre côté, qui est en train de se mettre en place. Alors voilà, là elle est ici en place et on voit clairement la différence de couleur entre le bois déshydraté et le bois encore hydraté et fonctionnel. Si on descend plus bas, on va avoir un petit peu plus de mal à la trouver. Alors on va la trouver tout à fait de manière évidente ici. Et puis ici, vous allez voir qu'on va la retrouver de manière plus sporadique ici. Et puis en descendant un petit peu plus sur le cep, on va la retrouver ici. Et en fait, c'est une paroi qui va être globale sur l'intégralité du cep. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de mon trait de crayon va être complètement abandonné par la plante. Sur l'autre morceau de la plante qu'on a ici, on va retrouver ce même fonctionnement-là, avec plusieurs parois de compartimentation qui ont été posées, et la dernière, elle est bien ici, sur le bois de 3 ans. Voilà, et on va la retrouver de nouveau un peu plus bas, regardez, ici. Donc là, ce que l'on voit, c'est ce qu'a réalisé le cambium, ce qu'a déposé le cambium dans le printemps suivant la coupe. Le cambium réagit à cette coupe-là, comme il a été blessé, sur du bois de 3 ans, il va réagir en mettant une paroi intégrale à base de tanin à l'intérieur du cep pour fabriquer comme une espèce d'écorce interne qui va permettre d'isoler la partie qui débouche sur l'atmosphère de la partie qui va déboucher sur le sarment. Toute cette partie-là va être abandonnée et laissée en pâture aux champignons lignivores qui vont, avec les sporulations qu'il y a partout dans l'air, venir coloniser petit à petit ce bois. C'est leur rôle, décomposer le bois dans l'environnement. Ils vont venir décomposer toutes ces parties-là. Et là, ce que l'on voit à l'intérieur, cette colonne de bois qui est dégradée, qu'on appelle le cœur coloré, en fait, c'est une colonne de bois qui est en cours de dégradation. À chaque fois qu'on va ouvrir le cep, on va voir des zones de nécrose comme ça importantes. Et le champignon, ici, n'a consommé du bois que uniquement parce qu'on a abandonné ce bois et cette structure vasculaire. Donc là, les champignons viennent dégrader cette matière et on voit qu'ils dégradent la matière de manière qui nous paraît un peu aléatoire. Et en fait, là, c'est la manière dont est structuré le bois qui va déterminer la vitesse et la manière de dégrader le bois par le champignon. Donc je vous ai parlé des tiles, donc de la longueur des vaisseaux qui sont ouverts, qui vont se colmater avec les tanins. Et donc ça va limiter la propagation de la dégradation du bois par les champignons de manière verticale. Puis après, on a les cernes annuelles, qu'on va retrouver ici. On voit les cernes annuelles successives. Mais ça va ralentir la propagation du champignon dans le sens radial. Et puis après, il y a les rayons médulaires qu'on a plus de mal à voir ici, mais on les voit très très bien ici. Tous ces traits que vous voyez ici, ce sont les rayons médulaires. On n'est pas tout à fait dans l'axe des fibres, donc en fait on va pouvoir voir les rayons médulaires, c'est eux que l'on voit ici, là, comme ça, partout. En fait, ces rayons médulaires vont ralentir la propagation du champignon dans le sens tangentiel. Donc forcément, comme il y a toutes ces petites parois qui sont liées à la manière dont est structuré le bois, le champignon il va dégrader le bois de manière plus ou moins homogène. Et donc petit à petit,
tout ce bois-là va se retrouver décomposé et finira par être complètement creux et complètement dégradé. On a donc deux manières d'interpréter ces histoires de compartimentation et d'étanchéité. On a à la fois donc l'alimentation du cambium, des feuilles vers le bas, et puis l'impact des plaies qui impacte le système vasculaire. La plante est vraiment conçue pour maintenir son système d'étanchéité. Plus qu'une défense contre des agressions de champignons, j'aurais plutôt tendance à moi l'expliquer plutôt comme une volonté de rester étanche. Puisque l'étanchéité est sine qua non et que les champignons, c'est plutôt dans le temps qu'ils vont être limités par ces parois à base de tanins. Donc c'est vraiment important de le comprendre comme ça. L'impact sur le cambium, puis l'impact sur le bois. Le cambium réagit, isole le bois anciennement formé du bois nouvellement formé. Puis dans un troisième temps, le bois va être dégradé par les champignons lignivores qui font leur travail d'aggradation par la décomposition des matières ligneuses. La coupe ici est aussi très petite et j'espère que ça ne va pas trop descendre. C'est sûr, ça va descendre. Ça c'est un merlot ramassé dans le Médoc, à Pauillac, où on a une taille traditionnelle qui est à haste sèche. Haste, c'est le sarment là qu'on appelle aussi baguette. Donc c'est une baguette sur une baguette, sur une baguette, sur une baguette, sur une baguette. Il n'y a pas de courson sur cette taille-là. C'est que des plaies du bois de 2 ans a priori. Mais le fonctionnement là amène certaines fois à avoir une expression de l'acrotonie qui est forte et qui fait que ce n'est pas le premier sarment qui va sortir sur le dessous, mais c'est simplement un sarment beaucoup plus éloigné. Donc c'est une taille problématique si on n'adapte pas strictement la charge à la vigueur parce qu'on se retrouve avec des allongements très importants. Donc là l'allongement est plus faible, hein. Ici 2 années de suite l'allongement était plus faible et de nouveau on a un allongement plus important. Et donc cet allongement-là, il va nous amener certaines fois à faire des plaies de réduction et de repartir sur un courson de retour. Donc de supprimer la longueur du bras trop importante pour revenir en amont. Et ça a forcément un impact sur l'alimentation du cambium sur la périphérie ici. Vous voyez, toute cette partie-là est morte et c'est seulement cette partie-là qui est vivante. Et là, on comprend bien que l'alimentation du cambium dépend de ces feuilles-là qui viennent alimenter en descendant le cambium. On ne peut pas arriver à alimenter la périphérie totale du cep avec simplement un petit sarment qui revient en amont. Donc toute cette partie-là a été abandonnée et vous voyez que ça redescend même à l'intérieur ici, simplement pour des questions de logique vasculaire en fait, hein. On ne peut pas alimenter quelque chose qui est sur une impasse. C'est bien les feuilles qui alimentent la plante du haut vers le bas. Donc je vais disséquer ce cep de manière à ce qu'on puisse voir à l'intérieur l'impact de l'enlèvement et du raccourcissement du bras. Vous voyez, une fois découpé dans le sens des plaies, on voit clairement l'impact de l'enlèvement et de la réduction en longueur du bras ici sur le système vasculaire. Alors là, on a un champignon quand même à l'intérieur qui est assez virulent, hein, qui arrive à décomposer le bois de manière très très efficace. Donc, il y a des champignons spécialisés pour tout, hein. Il y a même des champignons qui décomposent les piquets d'acacia. Et donc forcément, si un de ces champignons-là qui dégrade le bois se retrouve à l'intérieur d'un cep de vigne, il va se comporter de manière pathogène en fait, hein. Et donc on va se retrouver ici effectivement avec simplement la dernière couche de bois liée à ce petit serment-là qui a été conservé, qui est ici toute faible, toute petite. Et donc tout ce qui est à l'intérieur ici, vous le devinez, est complètement nécrosé. Et donc le champignon là est en train vraiment de dégrader le bois. Les tissus qu'on a là, c'est un reste de décomposition du bois en fait. Le champignon a déjà décomposé la matière. Cette partie-là, c'est de la cellulose en fait, un des deux constituants du bois. Lignine et cellulose. Là, le champignon a consommé l'intégralité de la lignine, il ne reste que la cellulose. Donc le champignon, il est déjà ailleurs dans la plante, il est déjà beaucoup plus bas. Mais cette partie-là, c'est une partie qui est déjà dégradée, déjà décomposée. Donc il y a plusieurs types de champignons, on pourra y revenir un peu plus tard. Mais ce qui nous intéresse là, c'est de voir que l'alimentation du cambium par ce sarment-là a uniquement créé cette épaisseur-là de couche de bois vivante. Si on le regarde ici, on ne voit pas du tout l'impact et on ne s'aperçoit pas du tout de l'impact considérable de la plaie sur l'intérieur du cep, quoi. Alors que quand on le regarde à l'intérieur, là on voit clairement que l'impact de la plaie est considérable sur le système et que ce champignon-là est même arrivé à remonter dans le sarment de l'année précédente. Vous voyez, regardez ici, il y a le sarment de l'année précédente et on voit qu'il est arrivé à remonter jusqu'ici. Donc là, peut-être un peu freiné par la déshydratation, la sécheresse, le diaphragme à cet endroit-là, effectivement. Alors je vais continuer à disséquer, à l'ouvrir intégralement en deux, maintenant dans l'autre plan.
Donc on a vu là l'impact de cette plaie-là de manière très proche et précise ici. Puis j'ai ouvert un peu plus pour que vous puissiez comprendre que cet impact-là continue à l'intérieur et qu'on se retrouve avec une paroi de compartimentation que l'on voit assez nettement hein, sur les dernières années ici. Mais on en a encore une autre ici en périphérie. Il y a plusieurs compartimentations successives. Il y en a encore une ici, on voit qui limite la propagation du champignon. Et puis en fait, on en a encore une ici. En fait, c'est pourquoi c'est visible et certaines fois pas visible. En fait, ça dépend si je tombe dans l'axe ou pas dans l'axe de la zone de compartimentation. C'est pas si simple parce que c'est en 3 dimensions. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de passer quand même à l'axe du cep. Parce que des fois, vous pouvez passer un peu à droite, un peu à gauche, et comme c'est vraiment très très fin, on a un petit peu de mal à l'interpréter souvent. Mais en fait, ce que l'on voit, et c'est très noir, ce sont des vaisseaux qui se sont remplis de tanins. Et c'est eux qui vont jouer ce rôle de compartimentation entre le bois nouvellement formé, étanche, débouchant sur les serrements, et le bois anciennement formé qui est complètement abandonné. Donc là, le bois, il nous paraît sain, et on nous dit, mais non, là, tu vois, il est encore sain. Mais en fait, ce bois-là, il est isolé de la partie libère ici et de la partie d'alimentation du bois par la sève élaborée, il est isolé par cette paroi de compartimentation. Il n'est pas encore visiblement mort et décomposé puisqu'ici c'est une décomposition qui est en cours avec la longueur des vaisseaux, les tiles, avec les cernes annuelles, avec les rayons médulaires dans cet axe-là qui fait que certaines fois on a des choses qui nous paraissent complètement aléatoire, alors qu'en fait, c'est tout à fait lié à des zones de compartimentation. On va le couper dans l'autre axe et vous allez le comprendre. Et puis, forcément, un ralentissement de la dégradation du bois, quoi. Donc, ça veut dire que toute cette partie-là, entre ici et ici, tout ça, c'est du bois qui est en train de se décomposer. Les cellules sont dans un état, pour l'instant, encore qui paraît vivant, mais en fait, elles vont mourir par ce qu'on appelle l'apoptose. C'est-à-dire que c'est des cellules qui fonctionnent encore sur leur réserve. Elles ont encore à l'intérieur d'elles-mêmes de quoi s'alimenter un petit peu, et elles vont mourir petit à petit, soit d'elles-mêmes et fabriquer un bois qui est comme ici, qui paraît pas dégradé, et qui ne l'est d'ailleurs pas, mais qui change de couleur parce que les cellules se sont déshydratées et sont mortes d'elles-mêmes, faute d'hydratation, faute d'alimentation, et puis après avoir consommé l'intégralité de ce qu'elle contenait. Et puis, toutes ces parties-là nécrosées qui vont être beaucoup plus visibles, simplement parce qu'il y a un champignon qui a vraiment percé toutes ces parois, et il y a une oxydation des tanins qui les révèle et qui les met à jour, en fait. Donc voilà, on se retrouve là avec tout un tas de zones de compartimentation qui correspondent à chaque fois aux différentes plaies que l'on a pu réaliser année après année, qui, à chaque fois qu'elles sont mutilantes et qu'elles sont plus importantes qu'un bois de 2 ans, qu'elles sont sur un bois de 2 ans ou plus, c'est-à-dire si vous supprimez même la couronne d'une baguette, la couronne d'un bois de 2 ans, ça impacte le système vasculaire carrément jusqu'à la greffe. Et là, vous voyez qu'on a la sensation que ces impacts descendent dans le cep. Mais en réalité, ce qui se passe ici, c'est que les chocs interceps qu'il y a eu ici recréent une zone de compartimentation ou des zones de compartimentation à l'intérieur du porte-greffe. Sinon, le porte-greffe, il est quand même à considérer comme une protection du système vasculaire du porte-greffe par rapport au greffon. C'est-à-dire que les plaies mutilantes que l'on fait en haut vont impacter relativement peu le porte-greffe ou de manière assez rare le porte-greffe. Seulement, si on donne des coups et qu'on choque le cambium du porte-greffe, il a la même réaction que la partie externe de la plante, il va compartimenter les parties sur lesquelles on a choqué. Donc c'est vraiment pas rien, c'est pas juste quand on touche le porte-greffe un impact sur le cambium, c'est un impact global sur le bois du porte-greffe. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans le bois qu'on a peur de perdre? Il y a la capacité de stockage énergétique des réserves avec les rayons médulaires, mais il y a aussi bien sûr la structure. La solidité du cep. Donc si tout ce bois se dégrade, en fait on va avoir des ceps qui vont avoir du mal à tenir. Alors là, il y a autre chose à observer sur ce cep-là, puisqu'on voit qu'il y a une grosse zone de nécrose ici, mais que en fait, tout le dessus de la baguette est mort ici. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce cep-là, il n'était pas mort, mais il avait des symptômes
de dégradation du bois à l'intérieur assez fort, comme un escar forme lente. Et donc on s'est permis de le disséquer. Normalement, en fait, le flux devrait pouvoir être alimenté par le dessous, puisque en fait, on a groupé toutes les plaies sur le dessus, ce qui nous permet d'avoir un cambium immaculé sur le dessous et de recréer en quelque part une nouvelle couche de bois qui est continue et directe sur l'alimentation du sarment qu'il y a au bout. Seulement, en fait, cette couche de bois-là, elle est perturbée ici, puisque en fait, ici, on a une baguette qui a été pliée et qu'ici, on a deux écorces, l'une contre l'autre, écorce contre écorce. Et à l'époque où on a plié cette baguette-là vers le bas, en fait, on a créé ici quelque chose d'irrémédiable pour le futur, c'est-à-dire une zone de compression écorce contre écorce, qui fait que, en grossissant, plus la plante grossit en diamètre, plus les deux vont se repousser l'une l'autre, plus ça va avoir tendance à tirer ici et à faire casser le système vasculaire et éventuellement faire rentrer un champignon lignivore qui va venir consommer l'intérieur ici. Donc là, c'est un cep qui cumule beaucoup de choses. Et donc la mortalité de ce cep, l'imputer aux champignons, je trouve que c'est un peu fort, un peu dur. Hein. Ces champignons-là font leur boulot de vautour, leur boulot de dégradation des matières mortes que nous avons générées simplement par une taille inappropriée, une mauvaise gestion de la compréhension de comment se construit la plante, du haut vers le bas, d'une alimentation du cambium, du haut vers le bas, des feuilles vers les racines. Les nouvelles couches de bois qui se créent année après année dans le cep. Donc voilà, cette manière de compartimenter, elle est vraiment interprétée en termes d'étanchéité et de continuité vasculaire. Alors on va s'intéresser à ce guyot double venant de Cognac, c'est de l'Uni Blanc, d'environ une trentaine d'années, je pense autour de 35 ans. Où en fait on a un système de guyot qu'on voit qui est formé en deux bras et sur lequel on a construit les allongements année après année, baguette sur baguette, puisqu'ils ne font pas ou peu de coursons simplement pour réduire en longueur les bras. D'ailleurs on voit ici que sur cette partie-là, le bras qui était ici à l'extrémité a été réduit sur un courson qui est en dessous. Et on voit l'impact d'ailleurs de la perte de ce bras-là et de la réduction de ce bras-là, qui est extrêmement nécrosante et qui a généré ce chicot-là de déshydratation que l'on voit qui redescend jusqu'au milieu du cep ici. Et il a probablement d'ailleurs un impact à l'intérieur. Le fait de réduire le bras, on a arrêté d'alimenter le cambium sur cette partie-là, qui est mort complètement. Et donc on voit que là, le cambium, il a été alimenté simplement par ces rameaux qui est dessous, sans doute une baguette et un courson ici. Et on voit là le cambium alimenté sur une partie qui correspond à sa position. De l'autre côté, on a à peu près la même chose, hein, où on voit que on a beaucoup de fois réduit en longueur ce bras-là. Et on a un cambium qui est alimenté par ici en dessous. Et l'autre côté est vraiment aussi extrêmement nécrosé. Donc on a eu beau la grouper un peu les plaies du même côté et avoir finalement un flux assez continu, on voit d'ailleurs c'est relativement direct, on a quand même des zones de nécrose assez importantes à l'intérieur. Donc là on va le disséquer pour essayer de voir un petit peu l'impact des plaies sur le bois. On devine ici une grosse plaie de réduction à une époque, donc ça va forcément un impact sur la manière dont la plante a recréé son étanchéité.
Donc voici le cep une fois disséqué, où je vous remets dans le contexte avec la forme de ce cep et comment il a été taillé et construit en guyot double. Et puis voilà une fois disséqué ce que l'on retrouve à l'intérieur. Donc là on devine un peu plus facilement, on peut voir un peu plus facilement les endroits où la plante est restée vivante, où la partie bois et cambium a été alimentée. Par rapport aux endroits où la plante a dû abandonner complètement son système vasculaire et le recompartimenter avec cette fameuse paroi de tanin. Donc là, ça c'est assez intéressant parce que ce que l'on voit encore une fois c'est une dégradation en cours sur certaines parties et puis une dégradation qui a été totale et intégrale sur d'autres liées aux différentes plaies. Donc là il y a une grosse plaie de réduction ici que vous avez vue et puis on voit que cette plaie de réduction là a eu un impact global sur le cep jusqu'à sa base. Et donc là tout ce bois là est en cours de décomposition mais sa décomposition et sa déshydratation est limitée à la paroi de compartimentation que l'on va trouver ici à l'intérieur qui correspond à la plaie qui a été réalisée sur cette partie-là. Puis ce que l'on voit, c'est qu'il y a plusieurs parois de compartimentation, vous voyez, de suite. On en a plusieurs de suite. Et à chaque fois, ces parois de compartimentation correspondent à des impacts de plaies qui ont été réalisés. Si je continue à remonter ici sur cette zone de compartimentation de paroi 4, que certaines fois on perd parce qu'on n'est pas forcément dans l'axe. Rappelez-vous que c'est de la 3 dimensions, donc c'est pas forcément évident toujours de rester vraiment dans cet axe-là. Mais on peut la retrouver et on remonte ici, on la retrouve et on retrouve ici l'impact de réduction des plaies qu'il y a eu ici et éventuellement ici. Donc à chaque fois qu'on fait une plaie sur un bois un peu âgé et qu'on n'alimente pas le cambium vraiment par l'extrémité du système construit les années précédentes, on va avoir cette fameuse paroi 4 qui va isoler le bois anciennement formé du bois nouvellement formé pour maintenir la capacité d'étanchéité jusqu'aux bois les plus éloignés, l'extrémité vasculaire du cep à la base du bois de 2 ans. Donc on a ça des deux côtés, où on voit vraiment là l'impact vraiment de la réduction qui est extrêmement fort sur toute la partie périphérique du cep en haut, avec ici une zone de dégradation du bois qui est très très importante. Et donc c'est là où on voit que le bois ici est très dégradé, on n'a plus que la cellulose qui reste, la lignine a été complètement décomposée, donc on a ce tissu blanc fibreux, une pourriture qui est sans doute une pourriture justement fibreuse, donc avec un champignon qui mange la lignine, et puis toute cette partie-là complètement nécrosée qui est en relation avec tout ce qui est nécrosé sur cette partie-là, et là du bois plus ou moins nécrosé et une décomposition en cours. Plus on est vers le bas, j'aurais tendance à dire moins c'est décomposé, mais ça finira tout ce système-là par être parfaitement décomposé et parfaitement creux. Donc voilà. L'impact de nos pratiques là se fait sentir, c'est vraiment très très important. Et on imagine que cette plante là qui nous paraissait grosse et solide, en fait elle est quand même beaucoup plus limitée dans sa capacité à stocker l'énergie et à structurer le cep qu'elle ne paraissait du prime abord à l'extérieur. Alors, sur ce cep-là, on a vu cette décomposition en cours. Et sur un cep qui avait juste à côté, en fait, que j'ai disséqué, on voit la décomposition une fois terminée. Donc là, on voit que le champignon était beaucoup plus actif et que les plaies de taille qui avaient été réalisées de réduction ici et ici, à peu près du même âge, ont eu un impact vraiment beaucoup plus important à l'intérieur du cep. Alors là, on voit que le cambium, par contre, est parfaitement dynamique à l'extérieur et permet quand même de construire des couches de bois les unes après les autres. Par contre, à l'intérieur, ce que l'on voit, c'est que à l'issue de ces coupes-là mutilantes, on a eu la paroi 4 qui s'est installée et aujourd'hui, le champignon a complètement dégradé toute la matière à l'intérieur et il n'y a que cette paroi 4 là qui limite la propagation du champignon et on voit que le champignon, une fois tout dégradé, s'arrête, la partie intérieure se dessèche et donc la partie extérieure reste fonctionnelle. Donc on peut retrouver quand même malgré tout d'autres compartimentations périphériques ici que l'on revoit, mais qui sont liées cette fois-ci à d'autres coupes qui ont été réalisées un peu plus tard. Et donc toutes ces coupes-là qu'on va retrouver ici, qui sont, on imagine, des coupes sur des bois de 3, 4 ans, peut-être 5 ans, aussi impactent le système vasculaire. Et de nouveau, on a une zone de compartimentation ici sur la partie réduite après la première partie. Donc on a continué à allonger et puis on a réduit encore une nouvelle fois. Et l'impact de cette compartimentation aujourd'hui descend ici et se retrouve ici
par-dessus sur la première zone de compartimentation induite par les grosses plaies qui avaient été faites quelques dizaines d'années auparavant. Et donc vous voyez que à la limite, ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a un autre champignon là qui est en train de dégrader cette matière-là ici, et que le seul passage de sève en fait se situe à l'extérieur de cette zone de compartimentation. Même si bon, la plante elle n'a pas besoin de tous ces flux de sève là, de tous ces vaisseaux pour permettre la circulation de la sève brute, c'est quand même des vaisseaux qui peuvent être importants pour la plante, et puis du bois qui, s'il est sain, est capable de stocker des réserves, stocker de l'énergie pour rediffuser cette énergie-là au printemps suivant aux cèpes et aux sarments en haut. Voilà, on voit que les cèpes, ils ont une capacité de résilience incroyable, et d'autant plus là sur l'Uni blanc, qui est un cépage qui grossit beaucoup en diamètre, qui fait des grossissements assez importants. Forcément, plus le cèpe est dynamique et vigoureux, plus il arrive à alimenter le cambium, et plus il peut pardonner les erreurs et les mutilations. Curieusement, en fait, en quelque part, ce que l'on peut noter, c'est que plus le cèpe est puissant, plus on a tendance à le mutiler, mais malgré tout, plus il arrive à compenser ces problèmes-là. Bon, c'est intéressant. Sur d'autres cèpes beaucoup moins vigoureux, des plaies comme ça auraient été rédhibitoires et ce cèpe serait mort depuis longtemps en fait. Nous sommes là sur un bras de gobelet de gamay, du gamay du Beaujolais. Donc vous imaginez ces petits gobelets courts proches du sol, sur lequel on a un bras qui a une trentaine d'années d'allongement. Vous voyez, c'est quand même énorme. Et ce que l'on voit, c'est que cet allongement, il a quand même été perpétué la plupart du temps. On a deux cornes d'ailleurs qui ont été formées ici. Le bras a été dédoublé. Et ce que l'on voit, c'est que le fait que la plante ait été allongée tout le temps, le cambium est intégralement alimenté sur la périphérie. Vous voyez, on voit encore les plaies, mais le cambium est totalement alimenté. Ce que l'on voit aussi en regardant d'un peu plus proche, c'est que les plaies les plus récentes sont très visibles encore et pas recouvertes, mais les plaies les plus anciennes vont se retrouver beaucoup plus recouvertes par les accroissements en diamètre de la plante. Donc on a à la fois là l'impact sur le cambium qui est extrêmement visible, et puis on pourrait voir sur cette même plante, sur un bras que j'ai disséqué et ouvert à l'intérieur, l'impact des différentes plaies à l'intérieur du cèpe. Alors si je vous le montre d'abord à l'extérieur, vous voyez que le cambium est lui aussi ici alimenté de manière globale. Par contre, en regardant à l'intérieur, on s'aperçoit que l'impact des plaies sont plus visibles, les impacts des plaies, et que l'on a, en fonction des types de plaies que l'on a réalisés, plus ou moins de nécrose qui descendent à l'intérieur. Donc depuis quelques années, là on en a beaucoup moins, on voit que cette partie-là est plus saine, et puis là on a quand même quelques plaies qui ont été rasées, des couronnes qui ont été rasées, et puis ici une plaie sans doute d'un bois de 3 ans et plus qui génère une compartimentation de nouveau globale sur le cèpe. Donc là on voit les plaies de réduction en longueur des bois de l'année, et on voit qu'elles impactent que le bois jusqu'à sa base à chaque fois. Et puis après, des plaies plus âgées, ça c'est une plaie de bois de 2 ans qui a impacté jusqu'à sa base, et ça c'est probablement soit une couronne rasée, soit un impact plus important, et on voit que là la compartimentation descend et impacte beaucoup plus la plante sur l'intégralité de son système. Là ici pareil, il y a une plaie plus grosse, et on va pouvoir suivre cet impact-là à l'intérieur avec du bois là vraiment beaucoup plus dégradé. Ici, nous sommes sur un bras de grenache sur lequel on voit toutes les plaies qui sont plutôt groupées du même côté, et le cambium relativement bien alimenté en descendant par le sarment qu'il y avait ici et ses feuilles. Et on voit là le cambium bien alimenté. Alors on devine ici un impact plus important des plaies malgré qu'elles aient été alignées d'un côté. Et cet impact de plaies va se retrouver à l'intérieur après dissection. Et après dissection, on va s'apercevoir que c'est beaucoup moins sympa que ce qu'on pourrait imaginer à l'intérieur. Et on va se retrouver là avec effectivement, suite à des plaies de réduction un peu plus importantes qu'il y a eu ici sans doute, à certains endroits, une mortalité totale du cambium sur le dessus qui entraîne l'entrée de champignons qui viennent dégrader ce bois-là. Donc ce cèpe-là était encore parfaitement en vie, et on voit que malgré les blessures, il reste vivant et dynamique. Mais bon, oui, le flux de sève, il est
le flux de sève brut et le flux de sève élaboré sont beaucoup plus petits. Alors, bon, même si le cambium est encore bien présent de l'autre côté en périphérie, on comprend que l'impact des plaies sur l'intérieur de la plante et du système vasculaire est très important. On voit les plaies alignées les unes derrière les autres. Le cambium qui ici est vivant. Puis on voit d'ailleurs ici un endroit où le cambium est mort. Et ça correspond à une plaie de réduction qu'il y a au bout. Et donc le cambium n'a pas été alimenté sur cette partie-là. Et puis il a été alimenté simplement ici par-dessus en périphérie. Donc il y a donc une nouvelle couche de bois vivante par-dessus. Et donc cette nouvelle couche de bois vivante, elle est assez fine en fait. Même si on va la retrouver ici tout le long, cette nouvelle couche de bois. On voit que les plaies ici sont très peu alimentées. Simplement parce que c'est tout le temps des plaies de bois de 2 ans qui sont faites systématiquement. Et donc la paroi 4 à l'intérieur a isolé la partie nouvellement formée de la partie anciennement formée. Et ça, on va le retrouver à l'intérieur de nouveau avec toutes ces plaies-là. L'impact de plaies de réduction qu'il y a 2 fois ici, qui ont eu un impact sur le cambium de l'autre côté. Et ce que l'on voit, c'est que la paroi 4 ici est très très nettement dessinée, avec du bois qui est complètement décomposé ou en cours de décomposition sur la partie foncée. Et puis la partie claire ici, le bois encore vivant, encore alimenté par la plante, et le cambium alimenté ici en périphérie par les feuilles du rameau qui va rajouter une nouvelle couche de bois intégrale et périphérique jusqu'à la base du cep.